Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous espère en pleine forme. Alors aujourd'hui nous allons retrouver Marie Moiti-Cohen pour nous parler de sommeil. Donc je vous rappelle qu'elle est nutritionniste. La semaine dernière nous avons parlé de comment booster son immunité, et parmi les boosts de l'immunité, il y avait la nutrition bien évidemment, mais il y avait également le sommeil. Et le sommeil, ce n'est pas toujours facile de dormir en cette période de confinement. Alors soit parce qu'on a beaucoup de travail et qu'on est un peu fatigué ou angoissé et qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil, soit parce que on est confiné chez soi et on fait pas assez d'exercice et on n'arrive pas à dormir, soit parce qu'on est, comme moi, insomniaque. Donc tous les conseils de Marie. Marie, bonjour, je sais que tu es là avec nous. Bonjour, bonjour. Salut Annabelle. Alors la semaine dernière, tu nous as parlé je t'ai demandé comment booster notre immunité, puisque là la sortie de crise s'annonce peu à peu. Enfin, j'espère qu'ils vont pas nous reconfiner, mais logiquement on devrait commencer à sortir un petit peu avec à partir du 11 mai. Donc tu nous as donné 3 éléments justement pour booster notre immunité. Le premier, c'était bien se nourrir, l'alimentation, sans aller chercher à droite à gauche avec des huiles essentielles et autres, tout simplement des légumes, etc. Il y avait un troisième dont je me souviens pas, et le deuxième, c'était le sommeil. Oui, alors le troisième dont tu ne te souviens pas, c'était la gestion du stress. La gestion du stress. Donc ça, il faudra qu'on en reparle. Mais aujourd'hui, on va justement parler de sommeil. Oui. Moi, j'arrête pas de te dire, Marie, je ne dors pas, je n'arrive pas à dormir. Donc, non. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de gens, hein, c'est ce que je disais, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à dormir. Alors, soit tu es confiné chez toi, tu fais pas d'activité, tu sors peu, tu n'arrives pas à dormir. Soit tu as beaucoup de travail, du coup, ça génère du stress et tu n'arrives pas à dormir. Donc, quels sont tes conseils, toi, en tant que médecin, biologiste, nutritionniste, pour mieux dormir? Alors déjà, il faut comprendre un petit peu que le sommeil, c'est une chose qui est assez mystérieuse. C'est-à-dire qu'on a une capacité naturelle du corps à se déconnecter de notre mode de vie de vigilance. Et ça reste quand même en partie un grand mystère pour les neurosciences. On a énormément fait de découvertes récemment sur le sujet, mais il reste des zones d'ombre, et notamment pour les grands insomniaques, pour lesquels on ne trouve parfois pas de solution. Ah ouais, quand même. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on tâtonne encore parce qu'on n'a pas. Du coup, il n'existe pas comme pour la migraine où on a trouvé un gène des familles migraineux. Il n'existe pas un gène des gens qui dorment pas. Ça n'existe Alors, en pas tous les ça. cas, à l'heure actuelle, pas à ma connaissance. Ouais. Pas à ma Donc connaissance. on ne sait pas pourquoi en fait ton mec à côté de toi il s'endort en allez 10 secondes top chrono et que moi par exemple je mets encore 3-4 heures avant de trouver le sommeil. Alors, C'est ça le problème. oui, des spécialistes en neurologie et en neurosciences pourraient certainement mieux te répondre que moi. Mais il y a aussi surtout une méconnaissance de la plupart d'entre nous sur des principes de base par rapport au sommeil. Le sommeil, il faut comprendre que c'est en fait comme une suite de petits trains. C'est-à-dire on a plusieurs cycles au cours de la nuit, et ces cycles en fait se renouvellent. Et pour chaque cycle, on a une phase d'endormissement, une phase de sommeil profond et une phase de sommeil paradoxal, phase pendant laquelle on fait en général des rêves. Et on passe par une micro-phase de réveil et on recommence un cycle. Un cycle, on va dire, c'est à peu près 1 heure et demie. Et on a comme ça plusieurs cycles d'1 heure et demie au cours de la nuit. Et si on se réveille au milieu d'un cycle, bah, la plupart des gens voilà, à qui ça arrive le disent et le constatent, ils mettent entre 1 heure et 1 heure et demie parfois à se rendormir. En fait, le temps de retrouver la phase d'endormissement du cycle d'après. Il faut attendre un nouveau cycle pour se rendormir. Mais alors, du coup, pourquoi on se réveille dans ces moments-là? C'est le stress, Alors, il y a différents types, enfin, oui, il y a différentes causes aux insomnies ou aux réveils nocturnes. Les principales, ce sont les sources d'anxiété, de stress chronique qui vont venir réveiller la personne. Plutôt, alors ça dépend des personnes, mais plutôt en deuxième partie de nuit, vers 4-5 heures du matin, alors que les réveils autour de 2 heures du matin, entre 1 heure et 3 heures du matin, ça peut être des réveils digestifs. Ça, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui fait vraiment le lien avec l'heure énergétique du foie qui se situe dans cette période-là, entre 1 heure et 3 heures du matin. Et souvent, quand on va travailler sur le foie des personnes, quand on va essayer un petit peu de soulager une surcharge hépatique, eh ben, on arrive à résoudre ces problèmes de réveil nocturne en première partie de nuit. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et puis, Alors, pardon. question.
complètement stupide là du coup, puisque je pense et du coup je m'utilise comme patiente pour poser des questions. Tu dis entre 1 heure et 2, 3 heures du matin, un réveil nocturne hépatique, c'est-à-dire que si je mange une glace au caramel ou une plaque de chocolat le soir à 10, 11 heures, ça peut avoir un effet sur ce réveil nocturne? Oui, parce qu'en fait, notre foie, en journée, il est fait pour digérer et pendant la nuit, il est fait pour autre chose. C'est-à-dire sa capacité de filtration, de détoxication, du renouvellement de molécules pour le système immunitaire, pour le système de coagulation. Il ne peut pas faire les deux choses en même temps. Soit il se concentre sur la digestion, soit il se concentre sur un autre type de métabolisme. Donc si on surcharge pendant toute la phase d'éveil et surtout en fin de phase d'éveil, c'est-à-dire avant l'endormissement, notre système digestif, on va continuer à digérer pendant la nuit. Ah oui, donc en gros, si j'ai envie de me faire un pot de glace, vaut mieux quand même que je le fasse à 5 heures plutôt qu'à 22 heures, quoi. C'est préférable, oui, pour le système digestif, oui. Ah ouais, ok, bon, bah Et en, ça déjà. et en particulier le foie. Ok. Alors du coup, toi, tes conseils. Alors déjà, tu as des conseils très pratiques que les insomniaques connaissent, mais quels sont tes conseils pour quelqu'un qui, là, depuis le début de la crise, n'arrive pas à dormir, quels sont tes conseils pratiques? Alors, mes conseils pratiques, tout d'abord, et je sais que c'est difficile, mais c'est surtout d'essayer d'être calme. C'est-à-dire, plus la personne va s'énerver, plus elle va se crisper parce qu'elle n'arrive pas à dormir, plus ça va être difficile pour son cerveau, voilà, de trouver l'apaisement nécessaire pour reprendre le sommeil. Et paradoxalement, de s'obliger à ne penser à rien, c'est impossible. C'est-à-dire que quand on est dans une période où notre activité est quasi nulle, c'est-à-dire la nuit, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sollicitation, il n'y a pas de stimulation visuelle, auditive comme on en a dans la journée, et ben c'est le champ libre pour notre cerveau de laisser un petit peu nos pensées s'activer. Et c'est normal de penser à plein de choses. Et plus la personne va lutter contre ses pensées, plus elle va s'énerver, plus ça va être difficile pour elle de Alors, retrouver le sommeil et l'apaisement. Pardon? mais du coup, tu fais quoi alors quand tu te dis, bon, bah, ok, il faut pas que je m'énerve parce que je vais pas arriver à dormir, mais j'ai plein de pensées qui m'assaillent. Donc, tu fais comme en yoga, tu te dis, je laisse passer mes pensées? Alors ça peut déjà être une solution pour la personne qui veut vraiment rester allongée. Il est absolument pas inutile justement de se lever, d'aller prendre un peu l'air. Donc ça, c'est important aussi d'avoir une chambre bien aérée, pas trop chaude, pour avoir la température idéale pour le sommeil, c'est entre 18 et 22 degrés. Donc surchauffer sa chambre ou voilà, dormir dans un endroit confiné, ça va être assez délétère pour un sommeil vraiment récupérateur. Donc après, on peut se lever, aller prendre l'air, boire un verre d'eau. Si ça dérange pas le conjoint ou la conjointe à côté, d'allumer la lumière et de bouquiner jusqu'à retrouver le petit train d'après, comme j'expliquais au début, de la phase d'endormissement. C'est pas la peine de lutter. Le cerveau est programmé pour ces 3 phases et on ne pourra se rendormir qu'en début d'une phase de sommeil. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Après, toi, tu dis qu'il faut instaurer une certaine routine. Et quand on commence à avoir des problèmes de sommeil, il faudrait avoir presque des horaires de lever et de coucher très réguliers. Oui, alors quand je parle de routine, parce que là, donc on parlait plutôt des réveils nocturnes, qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille en plein milieu de la nuit? Le rituel, il est très important dans la phase d'endormissement. Un rituel, voilà, c'est quelque chose qui se prépare. Ça peut durer, allez, entre une demi-heure, 45 minutes avant vraiment d'éteindre la lumière. Et il s'agit en fait de reproduire toujours les mêmes choses à la même heure. Et comme tu dis, voilà, de respecter toujours les mêmes heures de coucher. Se coucher, c'est pas forcément s'endormir. Parce qu'on peut pas s'obliger et s'endormir sur commande. Mais par contre, on peut maîtriser l'heure à laquelle on se couche. Et ce qui est important, surtout en ce moment, et puis parce qu'on est très tenté par les écrans, les informations, c'est de couper les écrans, couper les téléphones, couper les tablettes. Parce que d'abord, c'est une surstimulation cérébrale dont nous n'avons pas besoin à cette période-là de la journée. Et en plus de ça, ça renvoie une lumière bleue qui va venir activer au fond de la rétine. Voilà, et ça va en fait empêcher votre cerveau de comprendre qu'il fait nuit. C'est-à-dire que pour le cerveau, cette lumière bleue lui donne comme indication « Ah, mais il fait encore jour ». Voilà. Donc, le cerveau ne produit pas de mélatonine, qui est l'hormone naturelle du sommeil. Et c'est comme ça qu'en fait, on va petit à petit avoir un décalage de phase et que les personnes s'endorment comme ça de plus en plus tard. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, malgré tout, n'éteignent même pas leur téléphone la nuit. Ça, je trouve ça fou.
Alors ça, c'est encore, alors non seulement c'est fou, et en plus de ça, ça engendre une présence d'ondes électromagnétiques en permanence autour du cerveau. Pour l'instant, c'est vrai on n'a pas beaucoup de recul ni d'informations. Ça commence un petit peu à sortir. Il commence à y avoir quand même des universités qui s'intéressent à l'impact des ondes électromagnétiques, mais c'est forcément quelque chose d'assez délétère pour notre cerveau. Après, on pourrait quand bien même éteindre notre téléphone. Rien ne nous dit que la box Internet du voisin n'est pas de l'autre côté du mur. Ouais, c'est clair. Mais quand tu sais que ton téléphone il est allumé, tu sais quand même que tu as une sollicitation, ça peut vibrer ou même si tu le mets en nuit, enfin en petite lune, là, c'est quand même pas terrible. Ça ne laisse jamais de repos total à la personne. Ça demande de notre part d'être comme si on était une télé en veille. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à couper complètement. Ouais, donc ça, c'est super important. Donc, le rituel permet de couper et instaurer déjà un espèce de rythme. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment de passer d'une phase d'éveil à la phase de sommeil et de préparer le corps et le corps en entier. C'est pas que le cerveau, c'est arriver à se détendre. Alors, les gens peuvent aller prendre voilà, une douche, peuvent aller se détendre, instaurer un rituel de lecture, voilà, pourquoi pas préparer des huiles essentielles un petit peu à respirer juste avant le sommeil pour se préparer à cette phase. Enfin, il y a mille et une choses voilà, à faire. Moi, je sais en consultation, on construit des phases de rituel avec les patients avec qui c'est difficile cette phase d'endormissement et c'est très aidant. C'est très aidant parce que c'est rassurant. Les enfants ont souvent peur de s'endormir le soir parce que c'est une coupure, c'est comme une fracture avec les parents, c'est un moment de séparation. C'est ce moment d'endormissement et c'est très important pour les enfants d'instaurer un rituel du coucher avec le bisou de papa, le bisou de maman, le petit moment de lecture, on prend le doudou. Ah ouais, c'est sûr. Il faut retrouver nos doudous. Il faut reconstruire un petit peu ce côté rituel qu'on a construit parfois dans l'enfance et qui est si important pour cette phase d'endormissement. Alors, donc, une fois qu'on a instauré ça, nos rituels, qu'on s'est dit qu'il fallait pas trop faire travailler le foie, est-ce que par exemple, quand on mange vers 19h30, 20h, tu as quand même des aliments qui vont favoriser ce sommeil? Alors, quand on mange vers 19h30, 20h, déjà, une des premières choses pour aider votre corps, c'est déjà de ne pas aller se coucher et s'allonger dans les 2 heures qui suivent. Parce que ça, c'est une contrainte mécanique liée à la verticalité qui va aider quand même le système digestif. Alors que si on se couche sitôt sorti de table, ça va être beaucoup plus compliqué, la digestion va être plus lente, ça va être plus difficile. Maintenant, sur le contenu de l'assiette, si on veut vraiment mettre toutes ses chances pour produire de la sérotonine et donc qui est le précurseur de la mélatonine, alors il faut éviter de consommer des protéines animales le soir. D'accord, donc pas de viande, pas de poisson, rien du tout. Voilà. Alors on peut garder les œufs pour ceux qui aiment les œufs, mais ce serait plus intéressant de prendre des protéines végétales. Ok, donc protéines végétales, riz, pâtes, tout ça, c'est aussi des choses qui vont favoriser l'endormissement? Ou toi, par exemple, si tu avais, allez, moi, je dors pas, donne-moi avec une baguette magique ton repas idéal pour bien dormir. Alors le repas magique, je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas, l'assiette idéale pour la préparation au sommeil, elle comporterait la moitié de l'assiette des légumes. Alors ça peut être une partie en crudité ou des légumes cuits. Voilà. Un petit quart de l'assiette des féculents et un quart de l'assiette des légumineuses. Ah, donc des légumineuses, c'est lentilles, tout ça. Pois chiches, haricots, voilà. Quand on parle de protéines végétales, voilà, ça va être plutôt les légumineuses. Ok. Mais alors, du coup, Marie, quand on fait tout ça, bon, ok, je mange des glaces, donc ça, on va dire que je vais essayer d'arrêter. Quand je respecte ça, je me fais un bon petit repas qui est censé booster ma sérotonine et ma mélatonine, que je me mets au lit à des horaires régulières, que je fais de la relaxation, de la méditation, parce que moi, j'ai même essayé, par exemple, le Bando Dream. Quand on n'arrive pas, malgré tout ce qu'on a mis en place, c'est quoi la solution? C'est, tant pis. Ah non, alors moi, jamais tant pis. Moi, tu sais bien comment je travaille, jamais tant pis. Non, on n'abandonne pas les gens comme ça.
Alors, il faut aller un petit peu du côté des approches alternatives. Et bon, comme tu le sais, je suis réflexologue aussi, donc la réflexologie plantaire va énormément aider les personnes qui ont des problèmes de sommeil parce qu'on va aller justement travailler sur le système neurovégétatif grâce à la réflexologie. On va aller travailler sur tout ce système d'endormissement et de phase d'éveil et de sommeil et on peut obtenir de merveilleux résultats avec la réflexologie plantaire. Et puis il y a autre chose aussi, c'est toute cette phase un petit peu psycho-émotionnelle qui est très intéressante à aborder. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le langage des alchimistes, le langage des oiseaux, je ne sais pas si tu connais, mais si tu regardes le mot insomnie et que tu le sépares en 3 syllabes et que tu le lis à l'envers, ni. Nier les sons intérieurs. Et les personnes qui ont des insomnies, ce sont des personnes qui très souvent ont du mal à s'abandonner. Il y a une frayeur à s'abandonner au sommeil, hein, cette phase de vie où on s'abandonne complètement, où on perd un petit peu le contrôle. Et c'est comme une vulnérabilité qui est incomprise par la personne et qui n'est pas acceptée surtout. Et c'est très intéressant d'aller travailler là-dessus et parfois de remonter très loin dans la vie de la personne, dans son adolescence ou dans son enfance, si tant est qu'il s'agisse d'un adulte. Parce qu'on peut retrouver des moments de vulnérabilité dans cette incapacité à lâcher prise complètement. Après, tu as aussi une histoire, je suis totalement d'accord avec toi, hein, parce que souvent, c'est quand tu es insomniaque, ça remonte très très loin et ça remonte à l'enfance. Ça remonte même, alors je ne vais même pas dire, mais c'est une histoire familiale. Quand tu interroges, souvent, c'est ton père, ton grand-père, ta grand-mère, enfin, ça découle de tout ça. Et en fait, on t'a tellement mis dans un espèce de toute façon. Moi, je sais que ma meilleure amie me dit souvent, ta question depuis que tu es petite et qu'elle me connaît, ça fait 40 ans, le matin quand je me lève, c'est est-ce que tu as bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi. Donc en fait, on s'est programmé presque comme ça. Donc c'est comme une déprogrammation à faire. C'est exactement ça. Alors ça, il y a des techniques d'hypnose qui peuvent y parvenir. Hein. Les personnes qui pratiquent l'hypnose peuvent permettre une aide à ces personnes-là parce que c'est comme si on avait fait un conditionnement en permanence de la personne, c'est-à-dire qu'on lui a collé l'étiquette d'insomniaque. De la même façon qu'on va dire à un enfant pendant toute son enfance, de toute façon, toi, t'es pas manuel, tu sais rien faire de tes mains. C'est souvent un enfant qui va grandir en essayant jamais, il essaiera jamais de faire quelque chose avec ses mains parce que de toute façon, on l'a conditionné, t'es pas manuel. Et c'est un peu pareil pour les insomniaques. De toute façon, nous, dans la famille, on ne dort pas, cette famille, c'est comme ça et on l'accepte comme un état de fait. Et donc, on a comme ça plusieurs générations d'insomniaques qui se disent, oui, mais de toute façon, c'est comme ça dans la famille. Ah ouais, donc ça, toi, tu penses qu'on peut changer les choses par l'hypnose, par la réflexologie, par l'alimentation et par tout ça. Par les thérapies cognitives et comportementales, par les TCC, parce qu'en fait, c'est arriver un peu comme à déprogrammer la personne qui se met à croire en permanence à ce conditionnement et en fait qui est emprisonnée dans une croyance qui parfois ne lui appartient pas, parfois c'est des croyances familiales et puis dont il faut arriver à se détacher pour faire son propre chemin. Ouais, c'est clair. Donc, merci Marie. Donc, en fait, est-ce qu'on a tout dit on a tout dit, on n'a pas tout dit. Hein. Sur le sommeil, on pourrait parler des heures, parce qu'il y a tellement de choses. On aurait pu parler du bandeau Dream aussi. Moi, je sais que je l'ai testé, il marche très, très bien sur mon mari. Moi, ça m'a beaucoup perturbée parce que je sais qu'il me relance régulièrement. Parce qu'en fait, c'est un bandeau qui t'indique vraiment, qui tacte, qui te dit, tu as dormi de telle heure à telle heure en sommeil léger, en sommeil profond, avec respiration, qui te met de la méditation, qui te propose des thérapies comportementales intégrées. Mais moi, je sais que c'est pas évident parce que il te propose dans cette thérapie comportementale au départ de te faire presque une privation de sommeil. C'est-à-dire dès que tu n'es pas dans ton lit pour dormir, tu sors de ton lit. Donc il faut avoir un peu de temps, trop forcément de travail devant soi pour se lancer là-dedans. Mais en tout cas, pour les gens qui ne dorment pas d'une manière, on va dire, ponctuelle liée à la crise, donc pensez au rituel, peut-être 2 à pratiquer même une activité sportive dans la journée et puis à adapter aussi votre alimentation et à vous préparer à bien dormir. Alors, j'aimerais juste ajouter 2 petites choses, justement par rapport à cette période bien particulière.
La déminéralisation peut causer énormément de problèmes de sommeil. Donc ça, c'est vraiment important, voilà, que les gens pensent bien à être bien minéralisés, à faire attention à leur apport en minéraux. Et la deuxième chose, c'est le fameux snooze, c'est-à-dire ce réveil qu'on met. On se réveille et puis on se dit « Ah, c'est bon, je peux me rendormir une demi-heure ». Attention, parce qu'on commence un nouveau cycle si on se rendort. Et le fait de se réveiller une demi-heure plus tard, en fait, on casse le rythme de sommeil. C'est comme si on induisait un décalage horaire. Et donc ça altère énormément les rythmes de veille-sommeil. Et c'est comme si on était en jet lag permanent. Ouais, donc en fait, quand tu mets ton réveil, l'idéal, c'est presque de se réveiller sans réveil naturellement et de se réveiller régulièrement à la même heure. Bon, après, quand tu as régulier, c'est vrai que tu vois même ton réveil, en général, tu vas l'arrêter 1 minute avant qu'il sonne. C'est que ça correspond à ton rythme naturel. Moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes. Quand vous avez la possibilité de regarder, d'établir l'heure naturelle avec laquelle vous vous levez sans sommeil, sans réveil, pardon. Gardez cette heure-là, levez-vous naturellement plutôt que de redémarrer un cycle de sommeil que vous allez être obligé de casser avec votre réveil. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, souvent, il faut essayer de s'adapter à un rythme naturel et c'est la meilleure manière, finalement, de bien dormir. Ouais, en tous les cas, ça permet d'éviter un risque de décalage de rythme et qui induit à long terme une fatigue chronique qui est difficile à rattraper après. Top! Merci beaucoup, Marie, en tout cas, pour tous ces conseils. Je t'en prie. On te retrouve dans 10 ou 15 jours. On peut peut-être parler de gestion du stress ou on va voir, il y a peut-être l'arrivée du printemps, il y a peut-être les pollens aussi qu'on peut traiter. Parce que en ce moment, il y a beaucoup d'allergies. On va voir toutes les deux. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, à nous envoyer, si vous avez des demandes en nutrition, si vous avez des questions à nous poser sur l'alimentation, n'hésitez pas, vous nous envoyez des petits messages. Sur Facebook, par email ou sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas. Donc, merci beaucoup, Marie, et puis on te dit à tout bientôt. Merci, Annabelle. À bientôt. Merci beaucoup Marie, en tout cas je sais qu'on te retrouvera dès qu'on pourra retrouver les stages Hope, on te retrouvera, tu viendras passer une journée avec nous et puis parler un petit peu de nutrition avec toutes les femmes et puis on te retrouve pour une prochaine chronique tout bientôt et puis très bientôt aussi avec Sophie, notre pharmacienne qui est aussi sous l'eau, qui bosse comme une malade. On lui fait un petit coucou et un gros bisou parce qu'on pense bien fort à elle. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, un excellent week-end. Voilà, je vous souhaite... on se retrouve la semaine prochaine. Dac, salut. Profite de chaque instant.